Alors, vous aurez peut-être remarqué que si on suit le programme, il n'y a pas de goûter cet après-midi. Oh, c'est une coquille. Vous avez bien un goûter qui est prévu. En fait, c'est juste que les nuits étant très courtes à l'approche de Paris Web, on a loupé cette erreur-là. Mais bien sûr, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous sustenter. Il y aura des cookies, j'espère. En attendant que Jérémy commence, parce que c'est pas tout à fait l'heure, donc voilà, on a 5 minutes. Maintenant qu'on est devenus des pros de l'impro avec Audrey, on va continuer avec les cours de LSF. Donc, madame, parce que moi je signe pas en fait, c'est elle. Hein. Donc si vous avez des mots qui vous intéressent, moi je transmets et elle signe. C'était facile. Une autre. Cookie. Oh là là, t'es... Gâteau, bah c'est gâteau. Voilà, gâteau. Ah. Gâteau, ok. Ouais, il faut applaudir quand elle fait bien les choses. Merci. Alors, donc on a licorne. Licorne. Voilà. Cookie. Gâteau. Gâteau. Merci. Voilà. Chamallow. Bonbon moelleux. Bonbon moelleux. Ensuite, tu m'avais dit canard. Canard. Voilà. Coin. Ouais, j'ai des restes. Hein. Ouais, t'as des restes. Coin. C'est bien. Alors que poule, c'est ça. Ceinture. Oiseau. Ceinture. Ça dépend ce que vous voulez dire par précisez votre pensée. Ceinture pour faire ceinture ou la ceinture. Ceinture. D'accord. Donc alors on récapitule licorne. Chamallow. Bonbon moelleux. Bonbon moelleux, c'est cool quand même. Gâteau. Gâteau. Canard. Ceinture. Attends. D'abord on révise. Ceinture. Tu prends de là et tu reviens. Voilà, et vous fermez. Ok. Paris Web. Paris. À chaque fois je le bois. Ouais. Je me souviens que l'année dernière, tu as appris une petite phrase. Tu pourrais pas nous la dire? Alors, pas avec l'insulte. Alors, elle voulait dire merci les... Voilà, oui, disons que j'ai cru comprendre que suivant l'intonation et suivant la façon dont on faisait les choses, la gestuelle en LSF, ça voulait pas du tout dire la même chose. Et donc j'étais partie sur merci, bande de bisounours, voilà. Et Sophie, en fait, m'a expliqué qu'il fallait faire attention quand vous disiez merci, pas le faire en bas, parce que c'est une insulte, en fait. Voilà, il faut pas le faire. Donc vous partez bien en fait du menton pour dire merci. Voilà, et donc on avait commencé à discuter un peu. Elle nous expliquait que pareil, merci, c'était pas au niveau de la bouche parce que sinon ça pouvait faire vomir. Voilà. Et donc on en est arrivé, je ne sais plus comment, à une phrase, voilà, qui voulait dire donc, mais tu l'as fait en entier. Voilà, va vomir des bisounours. Et donc pas merci les bisounours. Oui, mais ça voilà. Non. Voilà. Sur ce, je vous laisse entre les mains de Jérémy Patonnier, qui va nous parler et nous expliquer pourquoi ces projets web se passent toujours bien. Tout à fait. Bonjour. Alors oui, cette année, je viens vous faire une petite conférence sur un truc qui, pour beaucoup de gens, est du domaine de la science-fiction. À savoir, mes projets web se passent toujours bien. Pour être très exact, on est tous d'accord et on a tous vécu le fait qu'un projet web, ça peut mal se passer. Faut se dire les choses. On travaille avec des gens, des chefs de projet qui comprennent rien, des designers qui font n'importe quoi, des intégrateurs qui connaissent même pas leur métier, enfin n'importe quoi. Bon, ça c'est vrai. La réalité d'un projet web, ou d'un projet tout court d'ailleurs, qui se passe bien ou qui se passe mal, ça dépend aussi beaucoup de la perception qu'on en a. J'ai vécu beaucoup de projets qui, pour moi, s'étaient très très mal passés. J'étais en mode, ce projet c'est de la merde. Et en face de moi, j'avais un client qui lui était super content.
Il a eu ce qu'il voulait, dans les temps, dans le respect de son budget et tout. Le mec, il avait la banane jusque-là. Yeah, trop cool. Bon, nous, l'équipe de dev, on avait failli crever. Hein, on est la moitié qui était en dépression, les autres qui avaient claqué la porte de la boîte. Voilà. Alors, ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Hein. Quand vous faites un projet dans les règles de l'art, bon, vous vous êtes un peu planté sur le chiffrage, donc vous avez juste fait péter le budget du client. Le client, il est furax. À la fin, il dit on arrête les frais. Donc pour lui, le projet s'est mal passé, mais nous, c'était cool. Hein. Je veux dire, on a eu le temps de faire les trucs, on a fait ça aux petits oignons, on a mis du contrôle qualité du début à la fin, c'était cool, quoi. Donc la notion de projet qui se passe bien ou pas bien, c'est quelque chose de très subjectif. Et en fait, il y a plein de choses à savoir pour moi, pour vous, quel que soit l'état réel du projet, en fait, il se passe bien malgré tout. Et il y a plein de choses à savoir, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous parlez, en fait, beaucoup de vous, de moi, de tous ceux qui travaillent sur un projet. La première chose qu'on va faire, c'est se poser, avant même le début d'un projet, la question des responsabilités et du savoir-faire qu'on va injecter dans un projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'un jour, vous avez un client, un chef de projet, un patron, un collègue, n'importe quoi, qui va venir vous voir en disant « Hey, tu voudrais pas travailler sur le projet trop waouh bisounours ?» Bon, eh ben, ouais, pourquoi pas, on va voir. La première question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Alors là, vous avez un joli petit cercle. Ça, c'est ce que vous savez faire. À l'intérieur, c'est bleu, c'est doux, c'est cool, c'est je sais faire. À l'extérieur, c'est je sais pas faire. Par-dessus, on va remettre un autre petit cercle, qui est, en gros, qu'est-ce qu'on voudrait que vous fassiez sur le projet? Ça va être quoi votre responsabilité? Ça va donner un petit truc comme ça. Et donc, on va avoir comme ça 3 zones qui vont se détacher. La petite zone bleue, il faut s'en méfier, parce que cette petite zone bleue, c'est votre zone de frustration. Dans un projet, c'est les trucs sur lesquels vous êtes compétent, vous savez faire, mais ce n'est pas à vous de vous en occuper. Ça arrive, et ça, dans un projet, c'est quelque chose qui va vous peser. Il faut en être conscient. Et plus vous avez de savoir-faire, plus vous avez d'expérience, et là je vous parle en connaissance de cause, plus cette zone elle va être importante. Il faut donc y faire attention. La deuxième zone, celle qui recouvre votre savoir-faire et votre périmètre de responsabilité, c'est la zone cool, c'est la zone de confort. Ça, c'est celle qu'on veut tous quand on fait un projet. Donc ce que vous allez faire, c'est essayer de la maximiser au maximum, assez logiquement. Et la zone rouge, c'est un peu la zone baise-couillon, hein, la zone de danger, celle où vous ne savez pas faire, mais c'est vous qui en êtes responsable. Yeah! Dans tout projet, vous allez, dans des proportions variables, vous balader entre ces zones-là. Il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas des zones de frustration ou de danger trop importantes. Si votre zone de frustration est très importante, c'est-à-dire que vous savez faire beaucoup de choses par rapport à ce qui est demandé sur le projet, mais ce n'est pas vous qui en êtes responsable, vous allez accumuler du mal-être sur votre projet, et à la fin du projet, vous allez être dans une forme de dégoût qui fait que vous aurez mal vécu le projet, même si objectivement il s'est bien passé. A l'inverse, si vous avez une zone de danger qui est trop importante, vous allez en fait accumuler énormément de stress négatif, parce que vous savez que vous allez bosser sur des trucs que vous ne maîtrisez pas. Et donc vous allez être tout le temps en panique, en train de vous dire oh, « je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible, c'est trop… » Bref. Donc il faut faire un peu attention à ça, et ça commence à l'instant même où on vient vous voir pour le projet Super Waouh Bisounours. L'idée, c'est de dire « attends, on me demande quoi? Je sais faire quoi ?» De faire matcher les deux. Si vous êtes dans un cas extrême, du genre on vous demande, par exemple, moi qui sais faire du dev web front, on vient me voir pour faire de l'intégration, je dis ouais, super, potentiellement zone de confort maximum. À l'inverse, on vient me voir en me disant hey, c'est toi qui vas architecturer la base de données serveur? Et non, c'est pas moi. Je ne crois pas. Voilà, donc il faut faire ce petit travail intellectuel avant même de commencer à rentrer dans le projet. Ça, c'est la première chose qui est importante. Qu'est-ce que je sais faire? De quoi je vais être responsable? Paradoxalement, c'est une gymnastique qu'on ne fait pas sur le début de projet. Il faut faire attention. Il faut vraiment travailler un peu sur soi-même et faire ce travail d'investigation sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on ne sait pas faire. C'est aussi très important. Parce que très souvent, ce qu'on va vous demander tout de suite après, c'est « Bon, tu as besoin de combien de temps ?» Quand vous avez du bol. Parce que d'habitude, on vient plutôt vous voir en mode « Hey, tu as 3 jours !» Pardon. Donc, vous allez devoir faire une estimation du temps à passer sur ce que vous faites.
Qu'on vous impose le temps réellement que vous allez y passer ou qu'on vous le demande, peu importe, vous devez faire ce travail d'estimation pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé sur votre projet. Donc pour faire cette estimation, il n'y a pas de recette magique. Soit vous avez beaucoup d'expérience et vous allez vous reposer sur votre expérience existante, soit vous n'avez pas d'expérience et bien vous allez demander aux collègues, voir un peu comment eux se sont débrouillés, etc. Donc, basiquement, on en revient à cette question-là et je vais vous la suriner tout le long de la conférence. Il faut savoir ce qu'on sait faire et savoir ce qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de réfléchir à ce que vous avez déjà fait, d'aller piocher dans votre expérience ou dans celle des autres, et vous poser quelques questions essentielles. Combien de temps ça a pris pour le faire déjà? Si on vous demande quelque chose qui a déjà été fait, combien de temps ça a pris? Si vous savez que pour, par exemple, intégrer un gabarit de page, il vous faut 2 jours, si on vient vous voir en disant « c'est en 1 jour », vous allez dire « les gars, je vous préviens, ce sera 2. Vous faites ce que vous voulez derrière. Moi, je sais d'expérience que c'est 2. À l'inverse, si on vient vous voir en vous disant « hey, c'est 3 jours », vous fermez vos gueules. Ah. Non, c'est important parce que c'est toujours bon d'avoir un peu du temps sous le pied pour les impondérables qui ne manquent jamais d'arriver dans un projet. Ça aussi, il faut en être conscient. Ensuite, il y a 2 questions qui sont importantes. C'est est-ce que vous auriez pu le faire plus vite? Ça, c'est le jour où vous êtes de bonne humeur et qu'on vous demande de faire l'estimation de projet et de dire « Attends, 2 jours, tu te fous de moi. Non, sans déconner, je vais le faire en 1. » C'est sûr, sachant que dans la réalité, vous savez que vous allez le faire en une demi-journée. Est-ce que vous connaissez Scotty dans Star Trek? Lui, il avait tout compris. Hein. Quand il allait voir Kirk, c'était pour lui dire « Il me faut une journée. » En réalité, il fallait 1 heure. C'est ça, hein, le vrai truc. Deuxième point vachement important, c'est est-ce que j'aurais pu faire la dernière fois mieux si j'avais eu plus de temps? Et là, attention, c'est dangereux, parce que mieux, ça peut être subjectif. Hein, donc il faut faire attention à ce qu'on entend par mieux. Et potentiellement, négocier plus de temps pour ne pas réitérer la problématique de « j'ai eu pas assez de temps pour le faire, et donc on a dépassé la dernière fois » ou ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment le point important. Quand vous allez avoir fait tout ça, vous allez être à un moment du projet où, en gros, il va falloir vous engager. C'est un point important où on va vous demander plein de trucs. Mais là, vous êtes arrivé en mode « j'ai fait mon auto-évaluation, je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, tu m'as donné ton périmètre, ok, ça va bien, mais bon, il y a un moment, je vais te dire non. » Alors, dire non, c'est très important dans un projet. Hein. C'est même la clé du succès d'un projet. Alors, le problème qu'on a avec cette monosyllabe extrêmement connue, c'est que socialement, on est conditionné pour ne jamais la prononcer. Tout est fait dans notre société pour qu'on dise oui. Dire non, c'est difficile. C'est quelque chose qui est toujours perçu comme une agression. Quelles que soient les formes que vous allez mettre autour, ça va vraiment être perçu comme une agression. Donc il va falloir faire un énorme effort pour déjà que nous, on ne se sente pas agresseurs, parce qu'on va mettre beaucoup d'empathie dedans et on va se mettre à la place de l'autre et on va dire oh, « je vais lui faire de la peine, je vais le mettre en colère, on va plus être copains, ça va être horrible, mon Dieu, je vais perdre tous mes amis. » On se calme, hein. C'est pas grave de dire non, c'est normal et c'est sain. En particulier, la première question qu'il faut vous poser, encore une fois, c'est la connaissance des limites. C'est-à-dire, quand je parle de connaissance des limites, c'est plus simplement le savoir-faire, je sais ou je ne sais pas. Mais c'est aussi, est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Toutes ces questions-là, il faut les avoir. Typiquement, moi, actuellement, au bureau, je suis dans une situation très particulière. Mon planning, il est rempli jusqu'à la fin de l'année. Quand tous les jours, mon patron, qui est dans cette salle, vient me voir pour dire « Hey, demain, tu ne pourrais pas bosser sur le projet Intel ?» Ma réponse spontanée, c'est « Non. 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 Et tu sais bien pourquoi ?» Voilà. Donc là, c'est facile. Ça, c'est le non facile. Après, il y a des noms qui sont plus difficiles quand tu as le temps, la connaissance, mais tu sens bien que ce n'est pas toi qui va être le meilleur, etc. Donc, ce qui va falloir être important, c'est surtout de dire un non le plus tôt possible. C'est important de dire non rapidement. Plus vous attendez pour dire non à quelque chose, plus c'est difficile de le dire. Vous accumulez des attentes, vous accumulez comment dirais-je, pas de la frustration, non, mais les gens sont persuadés que vous allez dire oui. Donc plus vous attendez pour dire non, plus ils seront dans une incompréhension de votre réponse. Encore une fois, il ne faut pas hésiter. Quand vous dites non au début de projet, c'est fastoche. C'est « ouais, bon, ok, bon, attends, on va trouver une solution, ça va ». C'est le pire auquel vous aurez droit. Si vous arrivez
à la veille de la mise en prod et que vous dites « Ah, en fait, non, ça, je peux pas le faire », il y a de fortes chances que le demain, on vous dise « C'est pas la peine de revenir au bureau ». Donc, il faut faire attention à ça. N'hésitez pas, il faut pour le coup être vraiment dans cette action-là. Comme je l'ai dit, non, c'est agressif, donc il faut faire attention à être dans toujours un non constructif. Quand vous allez dire « Non, je ne peux pas faire ça », donnez toujours une porte de secours à la personne qui fait cette demande. En mode, bon, ici, il pleut, c'est l'horreur. Tu regardes par là-bas, il y a un peu de soleil, un rayon. Ah, là-bas, allez. Voilà. Idéalement, proposez toujours 2 alternatives. Comme ça, en plus, la personne qui vous demande le truc aura toujours l'impression d'avoir le choix. J'insiste sur le mot impression, cet endroit-là. Et dans la même veine de ça, il faut aussi expliquer pourquoi vous dites non. Parce que si à chaque fois qu'on vient vous demander quelque chose, vous dites non, 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 la seule chose que vous allez gagner, c'est être le connard de service. Par contre, quand mon patron vient pour la 10e fois me dire « Demain, tu travailles sur le projet bidule » et que je lui dis « Non, j'ai pas le temps, parce que tu le sais, mon planning, il est rempli comme ça, ou j'ai des engagements sur tel autre client, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. » Il y a des raisons, il faut les expliquer. La pédagogie, c'est un point extrêmement important à tous les niveaux, pas juste sur le nom, mais c'est ici que c'est quasiment le plus important. On va le retrouver partout. Bien. Vous connaissez votre environnement, vous savez, vous êtes prêt à commencer à bosser, pas de problème. Rendez-vous client, réunion de kick-off, tout ça, ok, parfait, on y va, c'est parti. Et on va se poser la question de l'écrit. Alors, on va le résumer très simplement. Hein. Quand on fait un projet, les specs, c'est la vie. Tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Quand il y a des choses qui sont dites, elles doivent être écrites. Quand il y a des choses qui doivent être faites, on les écrit. Donc, quoi qu'il arrive dans un projet, mais quoi qu'il arrive, vous ne travaillez pas sans spec. Jamais. Alors, quand je dis spec, c'est au sens large. Hein. Ça va être ne serait-ce qu'un cahier des charges, ne serait-ce qu'un brouillon sur un coin de table au restaurant à la fin du rendez-vous client. J'en sais rien. N'importe quoi, mais écrit. Important. On ne dérogera jamais à cette règle. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la pression qu'on vous met. Alors, je vous vois arriver là avec vos gros sabots. Hein, vous allez me dire, oui, mais tu comprends, dans tel cas, il a fallu que ça aille vite, on l'a eu juste au téléphone, on a dit que, etc. Il n'y a pas de spec. Bon, ben ok, c'est pas grave. Il n'y a pas de spec. Nos problèmes. Ben on les écrit. C'est tout. Alors quand je dis les écrire, il n'y a pas besoin forcément d'écrire un pavé comme as. Il faut juste écrire, voilà ce qu'on m'a demandé, voilà ce que je vais faire, voilà le résultat attendu. Ça tient en 3 phrases, s'il faut. Vraiment. C'est la première étape, mais ce n'est pas le seul écrit qui est important. Une fois que vous avez statué clairement sur ce qui va être fait, vous allez le faire valider. Et bien sûr, comme tout gens responsable, vous gardez une trace des décisions, une trace de la validation. L'engagement de la personne en face qui dit « oui, c'est ça qu'il faut faire ». Alors, ça peut aller d'un processus formel avec des papiers à signer, etc. C'est le principe du contrat, d'ailleurs, je crois, il me semble. Jusqu'à ne serait-ce qu'avoir un bout on va peut-être faire comme ça sur un email. Ça suffit, au détour d'une conversation. Mais par écrit. C'est ça qui est important. Parce que le jour où, en fin de projet, on dira « c'est le merdier, c'est pas ça qu'on voulait, on avait dit autre chose », non, on n'avait pas dit autre chose, on avait écrit que c'était ça qu'il y avait à faire. Et tout le monde va s'en sentir beaucoup mieux. Les gens auront pris leurs responsabilités. S'ils veulent changer, il n'y a pas de problème, on change. Mais on change tout. On ne change pas juste le périmètre du projet, on change aussi le budget qui va avec, les ressources nécessaires, tout. Sereinement. Sans se mettre sur la gueule. Parce que quand on est juste en train de parler, on se met sur la gueule. C'est tout. Bon, on a bien écrit ce qu'il fallait faire, pas de problème, on rentre dans le dur, on commence à bosser. Alors quand on bosse, là aussi, pour que le projet se passe bien, il y a plein de trucs qu'on peut faire, encore une fois, sans grosse organisation, sans spécialement impliquer l'intégralité de l'entreprise dans le process décisionnel, non, on s'en fout. Juste, soit, ce qu'on peut faire. La première chose qu'on peut faire déjà, c'est commencer par ne pas se répéter. On ne va pas refaire 3 fois la même chose, ça va bien, 5 minutes. Mais moi, quand on me demande de faire un truc une fois, il n'y a pas de problème, je le fais, je suis payé pour ça, donc ok. Quand on me demande de le faire 2 fois, je dis bon, admettons, ça peut arriver. Quand on me demande de le faire 3 fois, je dis bon, attendez, là, je vais passer un petit peu de temps juste pour automatiser le bousin, parce que j'en ai ras-le-bol de faire toujours la même chose.
Bon, évidemment, c'est pas toujours évident, c'est un peu même parfois compliqué. Il y a des tâches qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui sont pareilles sans être pareilles. Donc, déjà, commencer par identifier les points de répétition, c'est important. Surtout, au-delà des points de répétition, aussi toutes les tâches sans valeur ajoutée. C'est-à-dire, quand je fais de l'intégration front ou quand je fais du design, si je fais de l'intégration, je ne vais pas m'amuser pour l'optimisation de mes images, je ne vais pas passer des journées entières à optimiser mes images à chaque fois qu'il y a une mise à jour des images. Hein, c'est bon, j'ai autre chose à foutre. Quand je fais du design et que je dois designer un pauvre bouton d'action sur un site qui a déjà été designé il y a 12 000 fois, je ne vais pas y passer ma journée là-dessus. Hein. Je prends des templates que j'ai déjà prévus, pour ça, je réutilise mon existant. Bref, j'essaye au minimum de ne pas me répéter. Une fois qu'on a identifié les points de répétition, il y a un truc qui est cool, c'est qu'on peut très vite les automatiser. On bosse dans le web, c'est pas les outils qui manquent. Alors en informatique, n'en parlons même pas. Vous avez tous sans doute déjà dû entendre parler des frères ennemis, Grunt et Gulp, hein, qui font la même chose mais pas pareil. Ils ont plein de petits copains, hein. Par exemple, les gars qui font l'informatique depuis longtemps, ils connaissent Make. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, Make. Ça fait le même boulot, hein, soyons clairs. Les javaïstes connaissent Ant Maven, il y en a plein, hein. Je ne vais pas vous les citer tous. Vous avez l'embarras du choix. L'outillage d'automatisation, c'est pas ça qui manque. On travaille en informatique, c'est pas non plus le diable de trouver ça. Ce qui est important, c'est que là, je parle aux intégrateurs, aux développeurs, qui connaissent déjà tout ça, hein, c'est bon. Il y a des designers dans la salle. Qui fait du design? Ouais, il y en a quelques-uns. Vous savez, à toute fin utile, que Photoshop, ça peut s'automatiser, qu'il peut se scripter, qu'on peut utiliser dedans ce qu'on appelle des shared objects pour mutualiser du design, des choses comme ça. Tout outil professionnel a des mécaniques, des outils complémentaires qui permettent d'automatiser les tâches répétitives. Apprenez à utiliser vos outils, c'est ça qui est important. Quand vous avez appris à maîtriser vos outils, très vite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre à mutualiser votre code, votre design, votre savoir-faire. Quand je dis mutualiser, c'est au sens large. Encore une fois, je ne vais pas trop parler aux développeurs pour une fois, parce que c'est des choses qu'ils ont déjà entendues et qu'on leur a rabâché 50 fois. Mais vous êtes chef de projet. Vous savez que vous aussi, vous pouvez mutualiser des choses. Tous les gabarits de documents, tous vos gabarits d'email, vous n'allez pas les réinventer à chaque fois, les gars. Hein. Vous pouvez en faire des documents types que vous allez réutiliser. Encore une fois, tout métier a des points de mutualisation et des points de répétition. Il faut les identifier et les automatiser. Parce qu'automatiser les trucs que vous refaites encore et encore, c'est du temps gagné pour passer du temps sur votre zone de confort. Bien, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de garder en tête un autre principe que j'aime beaucoup, qui est de garder des choses simples. Hein, il ne faut pas que ça vire à la foire d'empoigne. Plus c'est petit, plus c'est mignon. On va toujours essayer de faire les choses les plus simplement possibles, les moins compliquées, qui prennent le moins de temps. Toujours. Ça sera toujours payant. Donc la première chose que vous allez faire, c'est, si vous avez deux solutions pour faire quelque chose, vous prenez toujours la plus simple. Hein? Vous voulez intégrer une newsletter, faites les choses simplement. Vous n'avez pas besoin d'un framework aussi compliqué que Bootstrap pour faire une newsletter. En plus, ça ne marchera pas. Super. À l'inverse, vous allez faire un site de e-commerce, ben, ça vaut le coup de prendre un framework de e-commerce. Hein? Mais un CMS généraliste qui fait papa le café et le reste, non. Toujours choisir la solution la plus simple, qui sera la plus facile à suivre, la plus facile à débugger en cas de problème. Partez pas tout de suite vers un truc compliqué. Surtout pas, c'est surtout pas. Quand vous avez des problèmes, et vous allez en avoir, c'est normal, on va résoudre un seul problème à la fois. Et les problèmes qui sont vraiment trop gros, eh ben on va les découper en sous-problèmes qu'on peut résoudre un à la fois. J'ai eu un exemple pas plus tard que la semaine dernière, avec des collègues au bureau, qui sont presque venus me voir en pleurant en disant « Oui, on ne comprend pas, ça ne marche pas, on doit faire des animations sur une interface, mais on n'y arrive pas. » Généreusement, le chef de projet, qui est dans cette salle d'ailleurs, je pense, m'a donné une journée pour aller filer un coup de main à mes collègues. D'ailleurs, il y a une petite pochette au fond, voilà. J'ai consommé la journée, hein, on m'a donné une journée, ne vous inquiétez pas que je l'ai consommée. Mais en réalité, j'y ai passé 2h30. Fred, si tu me lis, hein, tu sais maintenant la réalité de ce que je coûte.
C'est bien parce que ça m'a permis quand même de travailler un peu sur le fond du sujet et de savoir que, par exemple, maintenant, pour mes collègues sur les animations, un de ces quatre, je vais sans doute faire une formation interne pour leur expliquer comment on gère des animations. Et en fait, le cœur du problème, c'était qu'ils voulaient tout résoudre en même temps. Tout. Les CSS, le script qui anime le bousin, et il y avait 3 animations en même temps, et ils voulaient tout résoudre en même temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, mais on va résoudre les problèmes un par un. D'abord, il y a une animation sur un élément, on commence par ça. Ensuite, dedans, le style est pourri. Bon, bah, maintenant qu'on a l'animation, on gère le style à l'intérieur. Puis on revient sur l'animation pour s'assurer que c'est correct. Puis on va chercher le troisième élément. Puis on va gérer son style, puis ses animations dans l'ordre. Un par un, pas tout en même temps. Troisième point, pardon. Essayez toujours de privilégier des petits modules autonomes. Les gros frameworks qui font tout, encore une fois, c'est très bien. Surtout qu'il ne faut pas s'amuser à réinventer la roue, hein, sinon vous êtes dans le cas qu'on a vu sur le slide d'avant, se répéter, c'est pas bien. Mais prendre un framework qui sait tout faire pour vous retrouver avec 90% de code qui ne vous sert à rien et qui donc fout la merde quand vous débuguez parce qu'il faut passer dedans, parce qu'il faut passer le niveau d'abstraction, c'est plus long, c'est peut-être pas forcément la solution. Il y a peut-être des solutions plus simples, plus petites, qui vont vous aider. De la même façon, évidemment, un projet n'est pas fait que de simplicité, on va nécessairement arriver à faire augmenter la complexité, mais on le fait dans le bon sens, c'est-à-dire on commence simple et on augmente petit à petit la difficulté. En le faisant comme ça, on va maîtriser cette augmentation de la difficulté. Si vous partez tout de suite sur une solution compliquée, vous arrivez avec une complexité qui est là-haut, et puis pour la faire redescendre, bien le bonjour. Donc, c'est plus simple, plus efficace de travailler dans l'autre sens, surtout qu'en général, on y passe moins de temps aussi. Avec des outils, avec des courbes d'apprentissage plus petites, des choses comme ça. Bien. Ça, c'est pour le travail un peu opérationnel. Mais, évidemment, dans un projet, on ne peut pas tout savoir. Alors, à titre d'exemple, je vais vous parler de l'intégration, parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux, pour que vous vous rendiez compte de la somme de savoir qu'il faut pour faire un intégrateur web. HTML, c'est 140 balises à connaître, avec tous leurs attributs hein, et leur fonctionnement. CSS, c'est plus de 300 propriétés, multipliées par toutes leurs valeurs possibles. JavaScript, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'API. Clairement, personne ne les connaît toutes par cœur. SVG, c'est 80 balises, 140 attributs. Voilà. Tout ce savoir, personne ne peut le connaître par cœur. Même moi, qui ai 15 ans de web derrière moi, je ne connais pas tout par cœur. Par exemple, je prends un exemple tout simple, qui pense connaître par cœur toutes les valeurs de la propriété CSS la plus utilisée, à savoir display? Oui, mais toi tu triches. À part les gens qui écrivent les specs. Voilà. Eh ben moi, malgré mes 15 ans de web, j'ai appris cette année une valeur que je ne connaissais pas pour cette propriété, qui s'appelle runIn, okay, et que de toute façon, on n'utilisera plus jamais. Mais bon, elle existait, voilà. Parce que, malgré tout ce qu'on peut faire, la plateforme web est très riche, et donc on ne peut pas tout savoir, donc c'est très important de se documenter. Et se documenter, ce n'est pas juste sur les standards du web. Moi, je veux dire, régulièrement, au bureau, j'utilise jQuery. Quand je bosse sur un projet avec jQuery, j'ai toujours un onglet de mon navigateur avec la documentation de l'API jQuery. Parce que l'API jQuery, il n'y a rien à faire, je ne la connais pas par cœur. Personne ne la connaît par cœur, à part peut-être le développeur de jQuery, et encore. Vu qu'il travaille en module, à mon avis, non. Donc ça, c'est le premier point, c'est se documenter. Soi-même, apprendre au moment où vous êtes en train de faire. En parallèle de ça, très important, vous allez bien évidemment commenter votre code. Il n'y a pas des petits rigolos qui voudraient essayer de me dire qu'il ne faut pas le faire, là, des fois. Juste pour rire. Hein, parce que moi, le premier qui me dit « Non, mais le code, ça ne sert à rien de le documenter, tu comprends, un code bien écrit, c'est un code auto-documenté et compagnie. » Ce genre de conneries à 2 balles, avec moi, ça ne passe pas. Hein. Un code a toujours besoin d'être commenté. Alors, soyons sérieux, qu'est-ce qu'on commande dans du code? Alors, évidemment, si votre commentaire de code, c'est de dire « Là, il y a une boucle, là, il y a une fonction. » Alors, comment te dire? Je m'en fous. Hein? Par contre, ce que j'aimerais bien que tu me dises, c'est à quoi elle sert ta putain de fonction? Hein? Et pourquoi tu as fait une boucle ici? Parce que moi, par exemple, j'en aurais pas fait. Ce qui est important, c'est de donner les intentions de son code pour que, quand vos collègues vont venir et prendre votre code, ils comprennent ce que vous avez voulu faire,
que vous-même, quand dans 3 mois, vous allez revenir sur votre code, vous dites « Je voulais faire quoi à l'époque ?» Merde, ah putain. Parce que faire de la rétro-ingénierie, il n'y a rien de pire. Hein. Surtout sur son propre code, ça a un petit côté un peu énervant. Alors, quand vous allez au niveau supérieur, hein, vous êtes des grands garçons, vous aimez ça, vous allez aller jusqu'à documenter votre code. En particulier, vous architecturez votre code, vous faites des modules JavaScript, vous faites du templating HTML, vous avez des contraintes CSS à intégrer, bah vous les écrivez. Encore une fois, vous allez rendre service à tout le monde, vous, vos collègues, etc. Vous avez d'autant moins d'excuses de le faire qu'aujourd'hui, on a plein d'outils pour automatiser l'écriture de cette documentation à partir des magnifiques commentaires que vous aurez mis dans votre code, n'est-ce pas? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors très souvent quand je parle de documentation, les gars me disent « Oh non, mais tu comprends, ça prend du temps, par rapport au projet c'est trop long, c'est trop pénible, non, on ne va pas le faire. » Bon, alors je ne m'étends même plus sur le bénéfice à le faire, parce que bon, il y a un moment, je fatigue les gens, mais surtout ce que je dis, c'est « Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans, hein, on s'en fout. » Moi, je n'écris pas la documentation pour faire de la littérature, hein. La documentation technique en plus, le plus souvent. Donc par contre, ce que je fais, c'est que j'écris des putains d'exemples. Les exemples, c'est bon, mangez-en. Parce que les exemples, ça vous donne du contexte, dans quel contexte on utilise quoi, comment, avec quoi, sans avoir à faire un long discours. Il suffit juste de regarder l'exemple, de le regarder tourner, pour comprendre, si je fais ça, j'obtiens ça. Donc, les exemples, c'est bien, c'est mieux que d'écrire du texte, en fait. Donc à chaque fois que vous pouvez faire des exemples, faites-le, et vous verrez, on va parler tout à l'heure d'un autre truc, que ces exemples, ils auront d'autres valeurs. In fine, votre projet avance bien. Vous êtes content, en plus vous documentez, vous faites des trucs simples, vous ne vous répétez pas, vous allez super vite là en fait. Hein. Par rapport à l'estimation de temps que vous avez fait au début, vous êtes en train de gagner du temps dessus, c'est trop cool. Vous allez avoir le temps de faire un peu d'organisation de votre propre travail. Alors des trucs tout couillants, hein, très simplement. Quand je parle d'autodiscipline, j'en parle avec un certain laxisme, parce que dans le genre l'autodiscipline et moi, ça fait deux. Hein, non. Mais il y a quand même 2-3 trucs que je fais et qui me sauvent la vie très souvent. Déjà, par exemple, j'organise mes fichiers de manière, comment dirais-je, explicite. Je mets mes styles dans mon répertoire style, mes images dans mon répertoire images, mes scripts dans mon répertoire script. C'est con, hein? Vous imaginez pas le nombre de personnes qui ne font pas ça. Déjà, je les hais. Et en plus, les gens qui vont faire ça bien, ils vont suivre des conventions de nommage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lire un nom de fichier, un nom de répertoire, je ne vais pas avoir à me poser la question, mais il voulait dire quoi exactement hein? Parce que ça va suivre une certaine logique. Et mine de rien, le cerveau humain, c'est une machine à repérer des constructions logiques. Donc plus vous allez suivre des normes, même implicites, sur l'organisation de vos fichiers, etc., plus vous allez vous y retrouver vite et facilement dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est vrai pour tout ce qui va être code source et compagnie. Là, je fais un petit warning sur les chefs de projet. C'est pareil pour vous, hein. Vous allez manipuler 12 milliards de documents de conception, de specs, de ce que vous voulez. C'est pareil, hein, ça rentre dans cette case-là aussi. Oui, il faut que j'articule. D'accord. Je vais essayer. Et dernier point, passez votre temps à réécrire votre code. Réécrire le code, c'est important, ça veut dire que vous êtes en train de le faire vivre. Donc, il ne faut pas hésiter, mais quand je dis pas hésiter, c'est mais pas une demi-seconde. Hein. Vous devez renommer une variable parce que vous vous apercevez que vous avez mal nommé quelque chose et que ce n'est pas très clair, faites-le. Ça ne coûte rien de renommer une variable. Il ne faut pas hésiter. Moi, je réorganise très souvent mon code, je remets mes fonctions dans un ordre différent, je replace mes commentaires, je le formate en fait, tout simplement, je le jardine. Et il reste lisible longtemps. Et c'est ça qui est important parce que, mine de rien, plus un projet avance, plus la pression se fait ressentir, plus on a tendance à oublier ces petits points qui sont de l'hygiène de code tous les jours. De l'hygiène d'organisation, tout simplement. Une fois qu'on est rentré dans cette démarche un peu d'autodiscipline, on va pouvoir commencer à faire des choses un peu plus avancées. En particulier, il y a un point très important qu'il ne faut pas perdre. C'est que quand on travaille sur un projet, la confiance est une valeur qui n'existe pas. Comme on dirait, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, tout ça. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, ça va devoir être testé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors quand je dis que la confiance, ça n'existe pas, je ne parle pas bien sûr de la confiance dans les autres, on ne peut jamais faire confiance aux autres, ça tout le monde le sait.
Hein. Ces projets qui se sont mal passés, vous vous souvenez dont on parlait au début, vous savez ce que ça veut dire. Hein. On ne peut pas faire confiance à tous ces abrutis avec lesquels on bosse, c'est normal. La réalité, c'est qu'en fait, on ne peut surtout pas se faire confiance à soi-même. Se faire confiance à soi, c'est bien, mais c'est un peu suicidaire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va toujours tester. Mais tester, c'est pas très compliqué, c'est ne serait-ce que faire des tests manuels. Je veux dire, je prends ce que j'ai produit, je regarde si ça fait le résultat attendu. Juste regarder, hein. C'est ça, c'est un test. Plus vous allez formaliser ce travail de test, plus vous allez le faire toujours de la même façon, dans les mêmes conditions, vous allez rendre donc vos tests manuels prédictibles, mais plus vous formalisez, plus vous vous acheminez doucement, mais sûrement, vers l'automatisation de vos tests. Alors l'automatisation des tests, encore une fois, quand on parle de web, quand on parle d'informatique en général, les outils, il y en a, mais on en a tout le tour du bide. Tellement qu'il n'y a aucune raison de ne pas en utiliser. Si vous n'utilisez pas d'outils de test, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé le bon. OK. Passez un peu de temps à le chercher. Croyez-moi, ça va vous rendre service. Encore une fois, que vos tests soient fonctionnels, unitaires, ce que vous voulez, peu importe. L'important, c'est que vous testiez. Pour ceux qui ont vu la conférence de Anthony et Julien ce matin, ils vous ont donné les détails du pourquoi et du comment. Allez la revoir si vous ne l'avez pas vue quand il y aura la vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Tester, c'est s'assurer que ce qu'on fait fonctionne et va continuer de marcher dans le temps. Ça rentre dans une démarche plus large de la lutte contre l'entropie naturelle des projets. Plus un projet dure longtemps, plus une entropie vient se mettre dans les projets. Et donc, on a besoin de mettre dans les projets du process, de la bonne pratique, de la vérification. Et c'est ça qui permet de garder le projet sous contrôle. En particulier, je vais faire un petit point sur ce qu'on appelle le suivi de la qualité. La qualité, moi, c'est un mot que j'aime bien parce que c'est un mot qui est totalement subjectif. Qualité. Moi, on me dit, ce serait bien que tu fasses quelque chose de quali, quoi, tu comprends? Tu peux être un peu plus précis, là, parce que je pense qu'on ne va pas être d'accord. La qualité, quand on vous dit il faut faire de la qualité, ça ne veut rien dire. Ça veut dire ma qualité à moi, ce n'est pas la vôtre. Celle de la qualité de mes designers, c'est pas celle de mon intégrateur, c'est pas celle de mon chef de projet, c'est certainement pas celle de mon client, ça c'est sûr. Donc il faut arriver à mettre de la rationalité et sortir de la subjectivité quand on travaille sur un projet. Pour ça, ça va passer par des petites choses simples. La première, c'est de se donner des bonnes pratiques, peu importe lesquelles. L'important, c'est de se dire, on va faire comme ça. Alors on, c'est soi-même déjà. Et croyez-moi déjà, se tenir à ses propres règles, c'est pas une mince affaire. Et en plus, essayer de convaincre ses collègues de faire la même chose. Idéalement, il faut s'en parler. Il ne faut pas arriver en disant « Hé les gars, on va faire comme ça ». Non. Déjà, tu m'en parles avant, parce que moi, j'aime pas faire comme ça, ou faire comme ça, moi, ça m'arrange pas. Il faut en parler. C'est pas un truc qu'on fait comme ça s'impose pas. Il existe moult ressources sur le web qui vous proposent des bonnes pratiques qui sortent de l'expérience de tellement de projets. Vous en trouverez plein, que ce soit lié à une techno, que ce soit lié à un métier, que ce soit lié à des process. Renseignez-vous parce que c'est pas ça qui manque, mais faites cet effort de définir ces points parce que c'est ça qui définit la qualité de votre projet in fine. Une fois que vous avez défini toutes ces bonnes pratiques à suivre, surtout, encore une fois, vous automatisez au maximum leur contrôle. On ne peut pas se faire confiance et on ne peut pas faire confiance aux autres. Quoi qu'on fasse, hein, même si on bosse avec les meilleurs gars de la Terre, et croyez-moi, c'est mon cas, en aucun cas, on ne peut leur faire confiance. Donc, au maximum, on va automatiser. Tout ce qui est automatisable, on l'automatise toujours. C'est du temps gagné pour faire des trucs vraiment constructifs et à valeur ajoutée, pour le projet certes, mais pour soi surtout. Une fois que vous aurez fait ça, il va de soi, quand on parle d'automatisation, tout le monde se dit oui, on va mettre des machines partout, on va déployer 12 serveurs pour arriver à le faire. Certes, c'est bien, c'est important, mais il ne faut pas oublier que malgré tout, on a besoin d'humains dans ce qu'on fait. On ne peut pas s'abstraire totalement de contrôle par des pairs. Donc tout ce que vous faites, au maximum, faites-le contrôler, vérifier par d'autres personnes. Ce qui est important dans un projet, c'est de ne pas être juge et partie de ce qu'on fait. Si vous faites ça, vous prenez le risque, toujours, de dire à un moment « ouais, non, mais ça, tant pis ». Et à la seconde, vous dites « ah ouais, mais ça, tant pis ». Eh bien, vous êtes sûr que c'est là qu'il va y avoir une connerie qui va foutre en l'air votre projet. En particulier, moi, il y a un truc que j'ai la mauvaise habitude de faire, et à force, j'ai appris,
c'est que je bosse sur ce que j'ai à faire, je teste, ça marche. Je me dis, bon, bah maintenant, je peux pousser en prod, je peux pusher sur mon dépôt Git, c'est cool. Et puis là, je me dis, bon, par contre, avant, je vais faire un peu de ménage. Hein, je vais commenter ce que j'ai à commenter, puis en commençant, je dis, ah ouais, tiens, cette variable, j'aurais dû la renommer, pouf, je la renomme et compagnie. Et puis je push, comme un con. Hein, voilà. Évidemment, c'est là que ça merde, forcément. Donc ça, c'est un peu la règle de base du test, hein. C'est que c'est la dernière chose que vous faites avant de livrer. C'est tester. Entre le moment où vous testez et le moment où vous livrez, vous ne faites rien d'autre. Vous livrez. Voilà. Ça, c'est le truc important. Et alors là, quand je parle d'humain, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais le fait d'avoir de la revue de code, le fait d'avoir, si vous utilisez Git, le fait d'avoir des merge requests, c'est intéressant parce que ce n'est pas vous qui mettez votre code sur la branche principale. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va le faire et qui va donc, à minima, partager la responsabilité d'une connerie si elle survient. Avec tout ça, normalement, vous commencez à être bien équipé pour que vos projets se passent super bien. Très clairement, ce n'est pas non plus le pays des bisounours. Il y a des cas où vous allez le faire, des cas où vous n'allez pas le faire. Il y a encore des facteurs où vous allez ressentir quelque chose qui s'est bien passé, qui s'est mal passé. Mais normalement, avec la petite trousse de secours que je viens de vous filer là, si vous suivez ne serait-ce que la moitié des recommandations que je viens de vous faire ici, déjà, vous allez sentir une amélioration sensible du vécu de vos projets. Plus vous allez vers des projets qui se passent bien, de votre point de vue, plus ces projets vont se passer bien pour tout le monde. Il y a toujours un effet d'osmose dans les projets. Si tout le monde est content du projet et qu'il y en a un qui est grincheux, eh ben, il ne sera pas si grincheux que ça. A l'inverse, si tout le monde est mécontent et qu'il y en a un qui a le smile jusque-là, bon, ça va peut-être faire retomber un peu le smile, mais ça va aussi quand même bien lisser le mal-être des autres ou la perception d'échec qu'on peut en avoir. Tout ça, c'est jamais que beaucoup de bon sens et beaucoup de choses que vous avez déjà beaucoup entendues, mais c'est important de se les redire. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que vous avez beaucoup de questions. Oula, j'arrive. Tu prends le micro. Trop tard. Alors, déjà, merci pour la présentation. Debout. Juste une remarque. Je te le passe. Pardon. Ah. Juste une remarque, quand tu parles de dire non, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Juste un truc qui est important, et là, surtout pour les chefs de projet, interdisez-vous l'emploi du « on ». Il faut qu'on fasse ça. Non, il faut que tu fasses ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que nous fassions ça. Mais « on », c'est indéfini. « On » est un con. Donc, interdisez-vous ça, et vous allez voir, Oui. ça clarifie beaucoup les responsabilités. Enfin, Oui. Juste un petit conseil. Ah ouais, un petit mot sur le on, effectivement, tu as tout à fait raison. On, c'est indéfini, donc on, c'est personne. Voilà. Et comme on, c'est personne, personne ne le fera. Tu parlais de la valeur de l'écrit, et je me demandais quelle valeur tu accordais à l'écrit sur les systèmes d'échange de messages type IRC ou autre. Nul, aucun. Parce que voilà, j'ai eu le cas récemment, et il se trouve que j'ai eu la chance que la décision a été prise la veille de mon commit, donc j'ai retrouvé les logs, mais c'est vraiment dur à retrouver, quoi. Ouais, alors voilà, le sujet est là, pour le coup, il est important. Pour moi, tout ce qui est IRC ou message instantané, c'est de l'oral. Ce n'est pas de l'écrit. Si vous voulez en faire de l'écrit, ça veut dire que vous gardez vos logs. Effectivement, tout le monde n'y pense pas, donc il faut y penser si vous voulez utiliser ça comme élément de validation. Et dans tous les cas, si vous utilisez ça pour avoir une décision, il faut tracer la décision, c'est-à-dire il faut faire un mail, il faut faire un support durable pour dire hier, dans notre IRC log 6 juin, nous avons décidé ça. Voilà. Ce qui me rappelle quelque chose que je n'ai pas dit ici, toute réunion est accompagnée d'un compte-rendu systématique, et en particulier dans ce compte-rendu, ce qui doit y figurer avec une absolue certitude, c'est la liste des décisions prises. Et des présents, mais on va toujours diffuser l'information.
auprès de ceux qui n'étaient pas là. Tout à fait. Pas tous à la fois. Les recettes très pertinentes que tu viens de nous formuler, dans un contexte où toute l'équipe est interne, il n'y a aucune excuse de passer à côté. Mais dans le cas où, parmi les ressources mises à contribution, il y a au moins une ou deux qui sont des prestataires externes, c'est quand même moins évident à mettre en pratique dans la mesure où, assez souvent, le prestataire externe n'a pas voix au chapitre lorsqu'il s'agit de mettre en place les stratégies pour que le projet se déroule bien. Par exemple, rien que pour faire vérifier son travail pas par des pairs, mis à part le recettage des chefs de projet, je vois mal l'agence cliente faire face au truc parce que l'agence cliente va supposer que le prestataire externe, c'est un senior, voire un fou furieux, pour en prendre l'expression de la conf précédente. Dans la mesure où il sait ce qu'il sait faire. Ok, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, donc je vais nuancer un tout petit peu. Le prestataire externe, effectivement, son côté externe a parfois un côté un peu disruptif au sein d'une équipe. Donc il faut être capable de l'intégrer correctement. Néanmoins, un projet, il y a toujours deux composantes. Il y a le travail individuel qu'on fait, qu'on soit prestataire externe ou en agence ou chez le client, peu importe, chacun met ses process, met ses propres règles, sa façon de travailler, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc il faut être rigoureux avec soi-même, etc. Mais par contre, après, un projet reste un travail d'équipe. Et les process sont toujours des process globaux au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a de la revue de code, elle doit être partagée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le prestataire tout seul dans son coin. Il va livrer et ça doit être revu par des gens en interne, peu importe le process à mettre en place. À l'inverse, si, en tant que prestataire externe, tu dois faire des choses, effectivement, ça veut dire que c'est toi qui es responsable de ce que tu dis, donc c'est à toi de mettre en place des processus d'auto-vérification, quitte à appeler des gens que tu connais. Si tu peux automatiser avec des tests, c'est parfait. À les partager avec tes clients, parce que c'est eux qui vont aussi pouvoir faire la revue de test, c'est important aussi. Donc il y a toujours des moyens, et le fait d'être prestataire externe ne te met pas hors des process du projet. Au contraire, c'est à toi de faire l'effort de rentrer dedans. Oui. La conférence était super intéressante. J'avais cependant une question. Tu dis qu'il faut utiliser toujours des specs et des specs et des specs. Oui. Récemment, j'étais dans une situation chez il y avait des pages et des pages de specs. Sauf que les specs ont changé tout le temps. On a eu au moins, je ne sais pas, 4 ou 5 versions. Ils nous retardaient tout le temps dans le projet. Tout à fait. C'est extrêmement courant, on est bien d'accord. Alors, il y a deux cas de figure pour ça. Il y a les specs changent tout le temps. Il y a deux cas. C'est le périmètre change tout le temps. Sans spec, ça c'est la catastrophe. Donc il faut tout de suite mettre le haut là et vraiment dire c'est pas possible de travailler comme ça. Soit les specs changent en étant écrites et validées de manière régulière. Ça ne pose pas de problème en soi, vu que si le périmètre change de manière assumée par le client, ça veut dire qu'il faut un chef de projet pour dire tu nous changes le périmètre, donc en même temps nous allons te changer le coût que ça induit et les fonctionnalités qui vont avec. Ça, c'est un peu... Je ne vous ai pas sorti ce genre de schéma que j'aime pas trop, mais il y a un triangle d'or chez les chefs de projet qui est le triangle coût, temps, fonctionnalité. Quand il y a un des angles qui change, par exemple, une spec qui change, c'est une fonctionnalité qui va à la hausse ou à la baisse. Ça veut dire que le temps qu'on y passe, enfin, l'argent qu'on y a investi, vont forcément bouger. Il y a un des deux qui doit bouger à minima. S'il n'y en a aucun des deux qui bouge, ça veut dire que ton projet, effectivement, se passe pas très bien et qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais pas au niveau du client. Parce que si c'est formalisé sous forme de spec, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ton chef de projet qui ne fait pas son travail d'avertissement et de suivi du projet pour dire il y a un changement assumé de périmètre qui est spéqué, donc qui est écrit, mais par contre, derrière, tu ne mets pas les moyens pour le faire. Voilà. Donc il faut faire attention à cet aspect des choses, s'assurer que quand on fait évoluer le périmètre, on fait évoluer les moyens et les contraintes pour le mettre en œuvre. Toujours sur les specs et l'écrit. Oui. Qu'est-ce que tu penses des systèmes de ticket tracking à la Jira et à la Bugzilla contre des specs plus gros documents Word, bien chartés, corporate et tout? J'ai pas de religion sur le sujet. C'est souvent
très intimement liées au process du projet eux-mêmes. Très souvent, par exemple, des projets qui sont faits de manière très agile vont mieux se comporter avec un système de ticketing un peu riche qui va permettre de créer des backlogs clairs de choses à faire. Néanmoins, même avec un système de ticketing, il est intéressant d'avoir à minima un document récapitulatif du périmètre, sans vous en faire un document de spec détaillé, mais au moins avoir quelque chose qui donne la vision globale du projet, parce que souvent le ticket ne donne qu'une vision très partielle du projet, et il ne faut pas oublier la vision globale qui est importante pour faire le suivi de l'ensemble des ressources nécessaires. Ou des méta-tickets. Hein? Des méta-tickets. Oui, ça peut prendre la forme de méta-ticket, tout à fait, complètement. Avec un super méta-ticket qui est mon projet. Oui. Oui, alors merci. Je me demandais par rapport au designer aussi, par rapport à la documentation, est-ce que tu as des conseils ou alors par rapport à la validation et tout ça? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'outils pour le développement, mais pour le design, je il y en a beaucoup pose un peu moins. la question. Le problème des outils de documentation pour le design, c'est qu'effectivement, c'est difficile d'automatiser la documentation du travail de design. Il y a quand même deux outils qui sont très importants. Le premier, ce sont les outils de conception, pas de design pour le coup, mais de conception fonctionnelle. Alors soit vous avez des outils en ligne genre UXPin ou des choses comme aussi lourdes que du Axure, etc. Ça permet d'avoir de la conception et de la documentation à côté, donc pas hésiter à bien utiliser les fonctionnalités de documentation de ces outils-là. Ça c'est une première étape. Et sur le design proprement dit, moi c'est une bagarre que j'ai depuis des années avec les designers, et en fait plus exactement avec les directeurs artistiques qui ne produisent pas de documents de type charte graphique. Une charte graphique, c'est une documentation de design. Et elle doit être produite, elle fait partie pour moi des livrables normaux d'un projet. Même si elle prend la forme d'un gros PNG avec les guidelines de design. Il n'y a pas besoin que ce soit un document, encore une fois, qui fasse l'épaisseur d'un dictionnaire. Mais on a besoin de ce document, tout le monde en a besoin en fait. Aussi bien le client que les intégrateurs, que derrière les chefs de projet qui vont organiser les recettes, tout le monde. Voilà. Comment tu fais pour, quand toute ton équipe change, même le chef de projet, que toi tu arrives avec tes envies, tes bonnes pratiques, mais que c'est déjà un peu compliqué? Travailler progressivement, pas imposer trop de choses. Déjà, si c'est... Il y a deux cas de figure, c'est toi qui intègres une nouvelle équipe, la première chose à faire, c'est d'apprendre les usages de l'équipe en question. S'ils ont déjà des pratiques, des choses comme ça. Si c'est toi l'ancien et que tout change, j'ai envie de dire, t'as pas de bol. Et dans ces cas-là, c'est toi qui dois être le mentor de ces nouveaux gens pour leur expliquer les façons de faire de ton agence, si c'est une agence, ou de ton client, s'il y a un client. C'est pas facile et ça doit être compris par les gens responsables du projet comme une évolution de ton périmètre de compétences, ce qu'on a vu dans la première slide. Et chiffré en conséquence, et etc. Bonjour Oui. monsieur, j'ai des questions. Oui, c'est mon chef. Est-ce que tu as parlé, j'ai pas fait attention, de la source de cette citation que tu as mis ou c'est de toi? Alors la citation en français est de moi. Bravo. J'ai plagié quelqu'un? Non, mais c'est bien. Deuxième question, tu disais tu sors ce qui est dans la zone de confort et la zone d'ennui, et tu parles de la zone de danger. Oui. Mais il y a une zone dont je n'ai pas parlé. Voilà, où est-ce que tu mets la zone de challenge, d'enrichissement personnel? Alors, ça, c'est en fait la zone de danger. En fait, la zone de danger, c'est la zone de je ne maîtrise pas, mais je suis responsable. En fait, cette zone, elle a deux valeurs. Si elle est très grande, c'est une réelle zone de danger. Si elle est très petite, c'est une zone de challenge. C'est sa taille qui, en fait, définit sa réelle nature. Moi, je fais partie des gens, quand ils travaillent, qui aiment bien avoir une partie en rouge. Parce que c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'évolue et que j'apprends des nouvelles choses. Mais j'aime pas que cette zone soit trop grosse. Et quitte à faire, je préfère l'avoir trop petite que trop grosse. Hein? Voilà. Ça va finir sur coulisses. Oh, ça va, hein. Et donc, j'ai perdu le fil, voilà, c'est bien, c'est malin. Oui, et donc il y a une zone, par contre, dont je n'ai pas parlé, c'est la zone qui est tout autour de celle-là, c'est-à-dire la zone où vous êtes ni compétent, ni responsable, qui est la zone « j'en ai rien à foutre ». Pardon. Oui, c'est un complément pour la documentation. Ah, pardon, faut que je me lève. Ouais, voilà. Pour la documentation design, il y a des outils qui s'appellent les Living Style Guide qui vous permettent de documenter, qui vous permettent de visualiser un composant visuel et également d'avoir le code HTML qui permet de le générer et éventuellement
le code source associé qui est en SAS, LESS ou autre, qui permet du coup de créer des composants atomiques réutilisables et éventuellement vous pouvez réutiliser de projet en projet en changeant juste les couleurs, etc. Et ça permet justement de générer une documentation à partir du code qui est fait et qui pousse à faire un code de qualité en fait. Et je vais même plus loin que ça, ce sont d'excellents outils pour faire collaborer très étroitement les intégrateurs et les designers. Qui est souvent un point d'achoppement, et pour le coup, ça aide beaucoup. Ok, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Jérémy. De rien, merci à vous. Tu dois donner le cadeau oui. à la meilleure question.